Allez, let's go. Hop, ping, hop. Juste, hop. Comment je chope le lien? Bon, c'est pas grave. Ouais. Je fiche. Je prends. So hello guys, today we are going to do an introduction to CI/CD and GitHub Actions. First we'll do a little presentation and a demo like in 15 minutes, and then there will be a 1 hour and 45 minutes of workshop where you can practice your skills. So firstly, who am I? I'm Alexander Jas. I'm a telecommunication major and a DevOps and infrastructure lead in GDSC. So let's get right into it. What is CI/CD? CI/CD is simply when you're doing your code, like when you're coding at home, you're making some a project. First, you're building your project, you're testing it, and then later, if you're in a production environment, you release your code to the to your project manager, for example, and you're deploying it on a platform, you're monitoring it, you're planning it, etc. It's like a big infinite sign where you need to be sure that all these steps are right and are working. So for an example, when you're coding a project, you create a new branch, you're pressing some code on your branch to add to a project. Directly, the continuous integration is making is building a project and is testing it. And right now you can see that the project is having some bugs. So you push some code fixes, and then it's rebuild and retest your project every time you do that. After you review and approve it, and when you merge it, the continuous deployment part is just with building and testing, you deploy it to something like the cloud or a package manager like PyPy. So, and what is a GitHub action more particularly? It's a workflow system. It's not only CI/CDs. So your workflow is stored as YAML files. So it's a little bit like JSON. And when you have an event, like when you push to a repository or when you make a pull request, your workflows will trigger. There are some more interesting things like the GitHub Action Market with 17,000 actions. You can run it on Linux, macOS, Windows, and for any platform, any language, any cloud. Like I had some examples on the bottom right. You have a Node.js application, you build it to your Docker container, you push it to your Nexus repositories, and you deploy it on DigitalOceans. Or if you want like a Java Maven app, you can do some integration testing on Linux and Windows. Then you build it on Docker, then you push it on AWS repository, and you deploy it on Amazon EKS. So I can do a lot of things with a lot of projects with GitHub Actions. But what is the core of GitHub Action is workflows. When you have an event like a push or pull request, you will create a workflow to assign to this event. So when you push, my workflow with many jobs in it and many steps, and the steps are just like call over actions or launch a script, for example, echo hello world or run this program. And all of these jobs are sent to runners. It's just like virtual environment for GitHubs, like VMs or Docker containers that are running in the cloud. But why do you want to use the GitHub Action rather than all the other on the market, like Azure Pipeline, GitLab CI, Circle CI, Travis CI? There is the main attraction is the support for third-party plugin, that you saw that there is 17,000 GitHub action in the market, contrary to GitLab CI that doesn't really have a market for GitHub for actions.
and the free version is pretty generous too. So like you get 500 megabytes of storage, 2000 minutes per month, and 20 consecutive jobs running in parallel. But there are some limitations, like your jobs can only run for 6 hours, you can queue for more than 24 hours, etc., etc. But let's get right into it. For a little demo, I will show you how you can build a React application with npm. You lint it. So linting is just formatting your code to look all white, and then we will check for code vulnerabilities with CodeQL. Because when you're doing it by hands, you can you can build your code, you can test your code, but you will never check for vulnerabilities without doing it automatically, and checking for secret with Skyscanner whispers, and finally deploy it to the cloud on an Amazon S3 bucket. So let's see a little demo right now. You can get the link up to follow along if you want. I will drop it in the chat. Up. And I will drop it in. It is in the Discord, but if you want to find, no, I don't think. Up, up. It's in the Discord, and if you want to find it on Google, you can just type GDSC Epita GitHub Actions, and this is GDSC Epita repositories GDSC GitHub Action. So, firstly, when getting started with GitHub Actions, since it's a little bit of coding, the first thing is how to understand the basic syntax and usage of GitHub Action. So let's take a little example code, for example, this one. When you make a project in your GitHub repository, you just need to create a folder .github/workflow and put .yaml in it. And this code is really understandable because it's in English. So for example, the name of a reaction is learn GitHub action, and for example, it's the same for our name. And when do you want to activate your workflow? It's on push. So when you push something to your repository, you run these jobs. Check the bat version. This is just an example. Bat is a random program. And this will run on Ubuntu latest, so like a virtual machines. And firstly, it will use another action like checkout. This is an official GitHub action that will just pull your code inside the repo of the runner. Then we will set up Node.js. So Node.js is the programming language used for this application with the Node version 14. Then we will install this program and run the version. So it's really readable, and you can see a little bit later how to use it. And there is explanation for everything, like I said before. Up. So let's go to the demo. The demo is just a simple React app with a source code like app.js that has like a testing GitHub action with React and with a spinning logo. And at the end, we will see this logo spinning in the cloud. So when it's like I'm doing my project, I want to update it to have a new text in my application. Up, where was it? Like test. Up. To update it. So let's say I don't want to see a testing GitHub action with React anymore. I want to see testing GitHub action with GDSC. Up GDSC. I'm going to commit on master, and we will see the action runnings. Up. So on the action tabs,
I have some action that are running, and let's see what they all do. I will put this one on the left, this one on the right. So in your folder GitHub workflow, firstly, it's like you saw in the first example, you put your name when it's on push and the branch is main in master, for example. This one is just for me adding a little button to automatically start the workflow. For the jobs, like first we will set up for application, so we need to check out, etc. And this one we are using multiple version of Node, so I use the matrix. It's just a syntactic sugar. So you can see we use Node.js and many. Oh, you don't see. Second. So it's like one by one we add more script one after the other. It's not really important what everything does in this demo. You will see part by part after. But the important part is every time you have some steps, you use some actions or you run some code with some argument. For example, for this action, for caching the results, we use it with some argument like where do we want to cache it, and what file is responsible for stopping the caching. And for this one, look, it's like running this command. But if we look directly on the GitHub action, what it is doing, we can see the logs live. So for example, checkout, we can see that it has cloned our repository, etc. For building, it is running Node and downloading the dependencies. And you can directly put like bash script inside the GitHub action. For example, for CodeQL, that is a security thing. I installed it only with bash script to give you an example. Or you can use Docker modules, like you have a Docker containers that you want to run inside a sub module, and you can put it here. And then lastly, the important thing about GitHub Action is that you have access to secrets. So instead of directly putting my important key from AWS inside my code, I can put it in GitHub secrets and it will not be leaked. So we will see that it has run and completed the action, and you can see on this that some when it's not working, you can see it's red and you have it's broken, and you have which one is not working and why, so you can easily debug. For example, this time permission denied because I forgot to make it runnable. And to see the website in the cloud, just on AWS. I'm not using Google Cloud because I didn't have time. But you can see that it has changed to testing GitHub Action with GDSC instead of testing with React. And it's spinning in the cloud. You can even, if you want, go to this link and you will see this website. So this was a little demo. Now you will do the workshop and try to make some GitHub Action yourself. So you can go to this link with workshop, and you have hands-on activities and with step-by-step of what to do, creating a repository, etc. It's really simple and really easy to follow, so you can follow along and try for first one, try to understand what the first workflow does. Like you can copy a first workflow and where it is. First workflow, and try to understand what each of these things does. And then for the second one, where is it? You have the what to do, and you try to find it like on the internet or by yourself how to do the release part of a workflow, because then you will really understand how GitHub Action is working.
So yes, but let's go into the workflow like in 20 or 30 minutes. I will correct it if you want. If you have any question, don't hesitate to send it in the chat or raise your hand.
là, tu te dis, ok, ça va être les étapes suivantes, c'est ce que tu vas expliquer avant. Et s'il ne fait pas ces trucs-là, il va s'arrêter. D'accord. Donc d'abord, il va utiliser ça. Donc action, check, action, direction. En gros, c'est apprendre, pour prendre ton code et le mettre dans ta machine. Pour le code, ouais, en gros, dans les bonnes normes, ce qui fait tourner dans les bonnes normes. Et ensuite, tu peux lui donner une étape qui s'appelle run comme format, et celui-là, il va tout exécuter tout en et donc, voilà, je peux exécuter n'importe quoi. Là, c'est de la référence motion. Si je fais dans le groupe, 3, 8, tout un tas d'étapes, et tout ce que tu vas décoder vers ça, et ce que tu fais. Et en gros, j'ai besoin d'autocompte, parce que là, ça va être juste de l'état. Et après, j'ai utilisé super Python parce que je peux avoir encore ça va pas comment elle est installée. Comment elle est installée sur. Parce que à chaque fois que tu vas lancer ton GitHub Action, ça va créer une nouvelle action. Et à chaque fois, je vais lancer une nouvelle aussi. En gros, tu peux même commencer par le code. Donc là, tu peux aller voir. Bon, en gros, c'est un environnement qui permet de. Comment là, tu fais une question de. Ah ouais. Bah non, au pire, c'est pas spécialiste, non. Bon, en gros, vous avez déjà fait du YAML ou quoi? Vous avez déjà vu les fichiers de configuration YAML ou quoi? Non, pas du tout. En fait, vous avez un peu quelle expérience? Non, pas beaucoup. Moi, je connais un peu GitHub, mais. D'accord. Vous faites quoi comme outil de l'info? Bah, en fait, on va faire l'info, mais d'accord. D'accord, ah, je vais dire, ok. Est-ce que vous avez déjà fait un projet sur GitHub ou. Ouais. Voilà. Ok, si vous voulez, je peux vous montrer à peu près. En gros, là, c'est un projet de mon école que je fais en ce moment. De toute façon, je suis pas forcément GitHub, ça va. C'est juste, ouais, voilà, on s'en fiche. En gros, c'est un gros projet, c'est en gros, on prend un compilateur pour un langage, et il y a certaines étapes que l'on veut éviter de refaire à chaque fois. Quand vous allez développer quelque chose, il y a plusieurs étapes. Donc il y a la partie où vous codez, ça c'est la partie où vous allez, par exemple, là en l'occurrence c'est le C++, vous allez faire le C++. Et ensuite il y a toutes les autres étapes, vous allez pusher sur GitHub, vous allez collaborer avec d'autres personnes, vous allez tester, vous allez compiler, vous allez voir si votre code compile, etc. Et toutes ces étapes-là, vous voulez faire en sorte, tout comme quand vous codez, de les réduire au minimum. Et aussi parce que si vous les faites manuellement, vous allez faire des erreurs manuelles. Si vous les automatisez, il n'y aura jamais d'erreur. Enfin, il y aura rien. Après, s'il y en a, c'est que ça vient de vous. Donc, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez avoir un projet GitHub, donc là, par exemple, c'est la racine du projet. Bon, il y a tout plein de code, on s'en fiche en soi. Comme l'expliquait Alexandre tout à l'heure, vous pouvez créer en gros dans un dossier qui s'appelle .github/workflows, vous pouvez créer tout plein de fichiers qui vont correspondre à des actions GitHub. Les actions GitHub, ça vous permet de faire vraiment tout et n'importe quoi. Dites-vous que avec une action GitHub, en gros, vous allez lancer ce que vous voulez sur une machine virtuelle. Vous allez pouvoir mettre en place une machine virtuelle et lancer toute une série d'actions que vous allez décider d'exécuter dessus. En général, ce que je fais en tout cas personnellement sur tous les projets sans exception, après je fais plus sur très grand projet, c'est de faire un code, c'est de faire une action déjà qui permet de build. Ça c'est la base. Ça veut dire que votre code déjà, il est par exemple. Il n'y a pas une erreur parce que vous avez oublié un programme lancé. Il n'y a pas une erreur parce que je ne sais pas, vous avez mal inventé votre code, ce genre de choses. Si ça ne build pas, ça ne peut pas, déjà, vous ne pourrez pas exécuter votre code. Donc c'est la base. Et GitHub Action, en gros, ça va faire que quand vous allez faire des pull requests, c'est pas ça que vous avez déjà fait. Par exemple, là, en l'occurrence, dans celle-là, en ce moment, voilà, en gros, une pull request, c'est je veux merge le contenu d'une branche. Vous voyez ce que c'est une branche? En gros, quand tu vas développer, tu vas avoir plusieurs branches. En gros, les branches, c'est plusieurs versions de ton programme. Ah oui. Tu vas souvent avoir une branche master. C'est la branche qui est censée tout le temps marcher. N'importe, tout le temps pouvoir censé lancer ton code depuis master. Ça se trouve, ça c'est une version qui date de la 3 mois, qui en fait, il n'y a pas marché. Parce que c'est la version que tu es censé présenter en fait aux gens. Ou en tout cas, quand tu vas présenter ton projet à quelqu'un, s'il est privé, c'est censé être la version master. Ensuite, moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'ai une branche dev
qui elle aussi est censée marcher. Mais elle n'est pas tout le temps en train de marcher. Justement, tu fais développement dessus, donc des fois ça marche pas, c'est pas grave. Le but c'est que, en gros, moi, ma manière de travailler, c'est je crée des branches depuis dev, en gros, des nouvelles versions depuis dev, je développe sur ces branches-là. Une fois que c'est fait, je fais une pull request, ça veut dire que je dis aux gens, ok, j'ai envie de fusionner mon code que j'ai travaillé depuis, je sais pas, 2 jours, une semaine, peu importe, sur la branche dev. Quelqu'un d'autre de mon équipe, j'attends la validation d'un membre de mon équipe, pour être sûr que, en gros, j'ai pas fait n'importe quoi et que tout le monde se rejoint un truc aussi. Une fois que c'est fait, le code va être fusionné avec la branche dev, et si apparemment je considère que dev est assez stable, je merge dans master. Dans ce cas-là, je sais que le master, en gros, il marche, voilà, si j'ai bien fait. Et c'est différent de main, parce que moi je vois main. Ouais, mail au master, c'est juste ouais, en gros, moi j'appelle master, mais il y a plein de gens qui c'est exactement pareil. Une chose que je peux faire, c'est que comme je veux que le dev marche un maximum tout le temps, par exemple, quand je vais aller sur mes actions GitHub, hop, je vais sur build, ce que je fais, c'est que ici, c'est un point YAML. En gros, c'est une manière de représenter de l'information. C'est pas du code. Je sais pas si vous voyez ce que c'est du GitHub. Oui. Bah, c'est comme du YAML. Ça peut être présenté de d'autres manières. Le YAML, c'est ce qui est utilisé par Apple. C'est ce qui est utilisé aussi par GitLab. C'est ce qui est utilisé par Docker. C'est ce qui est utilisé par plein de choses. JSON sera utilisé notamment par les services web. Comment les actions se lancent chez GitHub quand elles Ouais, c'est ça. C'est GitHub et en fait, ce qui est bien avec GitHub, c'est que ils ont fait un service gratuit qui est vraiment déjà pas mal. Moi, j'utilise que leur service gratuit, ça marche pas mal. Pour les développeurs, en tout cas, ça tient. Je pense que si vraiment tu fais des projets énormes, là, ça va pas tenir. Il faudra passer une version supérieure, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment pas de problème, c'est vraiment un outil vachement bien. vraiment ce step de niveau. À part si tu fais des trucs énormes, Ouais, on va monter des de trucs. procédure, c'est chaud Ouais, déjà de base. C'est ouais. quoi, j'ai pas bien compris ça tout à l'heure, qu'est-ce qui job teaser? C'est job teaser, une tâche en gros. C'est par exemple, tu dis fais une commande et ta commande elle dure 6 heures. Mais vraiment, Tu vois, par exemple, il y a des projets, ça prend à compiler, ça prend plusieurs jours. Dans ce cas-là, ça prend plusieurs heures. En général, la plupart des projets que tu fais pour ton compte, ça va durer ça va être soit instantané, soit ça va durer max 10 secondes. Ouais. Sur un gros projet solo, ça peut durer 1, 2, 3, 4 minutes. Sur des énormes projets, quand il y a des millions de fichiers à compiler, ça peut prendre des heures, voire des jours. Et ça c'est bien aussi si t'as des trucs qui tournent tout seul, t'as pas besoin d'attendre toi devant ton écran. Ah oui, voilà. Et du coup, ils se lancent automatiquement. Ça se lance automatiquement. Alors là, en fait, Ok. du coup, comment tu peux lire ce fichier? Ça, c'est un fichier, à chaque fois, dis-toi, il va y avoir un GitHub Action qui va se lancer, enfin un runner qui va se lancer, par fichier qui va créer. Là, j'en avais deux tout à l'heure, je t'en présente un. Ici, tu as plusieurs informations. Déjà, le YAML, en gros, ça se présente en tu as un nom et 2 points à droite, tu as quelque chose, tu as une valeur. Tu peux voir que. Enfin, vous pouvez voir que. Vous pouvez voir ici je viens de dire, il y a une valeur à droite, alors là, c'est une liste en dessous, du coup, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir une liste de valeurs. Pour le name, il y a un seul nom, du coup, voilà, le nom du runner, il s'appelle build. Vous avez vite comprendre après. Quand je dis on ici, ça veut dire quand est-ce que ça s'exécute. Ça s'exécute quand je fais des pull requests, sur quelle branche? Sur les branches master et dev. Voilà. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais un pull request sur master ou sur dev, il va y avoir ce runner qui va se lancer. Si je ne fais pas ça, si je mets par exemple on push, sans préciser les branches, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais push, ça va être exécuté. Bon, moi je ne le fais pas parce que ça peut vite oublier, en vrai, ça prend beaucoup de temps. Quoi. Des fois, moi, ce code-là, en tout cas, ça prend 5 à 10 minutes à s'exécuter pour mon runner, parce qu'il faut compiler, il faut installer la machine virtuelle et ça prend du temps. Donc je n'ai pas envie de faire ça à chaque fois. J'ai envie de faire ça que quand je fais des pull requests. Et donc, voilà, j'ai précisé sur master et sur dev. Ensuite, en dessous, il y a jobs. Jobs, en gros, ça va être quels vont être les différents états. Linux, ça veut dire que je vais. Bon, ça, c'est mon environnement. Juste de n'importe quel nom avec un Linux. Ouais. Moi, par défaut, je mets le nom de l'environnement parce que des fois, je vais mettre Linux et ensuite, en dessous, je vais mettre un autre environnement de travail. Par exemple, si j'ai envie de faire tourner le job pas que sur du Linux, mais je sais pas, sur un autre OS, je vais créer Linux et je vais mettre ça. Voilà. Ça permet de faire, de tester sur plusieurs plateformes. Runs on, là, je vais choisir en gros la machine sur laquelle ça va tourner.
il y a des versions comme Ubuntu, latest, ça vous prend la dernière, etc. Bon, ça c'est facile à trouver dans l'information, vous pouvez regarder. Il y a Ubuntu, il y a Debian, il y a Arch, il y a tout plein d'OS que vous pouvez sélectionner. Et ensuite, step, ça va être OK. Maintenant que tu as mis, que je t'ai dit sur quelle machine tu vas tourner, tu vas m'exécuter ça dans cet ordre. Il faut savoir que si une des actions ici fail, ça va arrêter et ça va me notifier. Ça va me mettre une grosse croix sur une page que je vais montrer après, et ça va me dire ça va pas marcher à ce moment-là. Et du coup, ça vous permet de savoir OK, qu'est-ce qui a décollé dans ce que j'ai mis en place. Donc là, je dis, tu vas m'utiliser action slash syntaxe Python. En gros, c'est pour me mettre en place. En gros, j'ai utilisé un Git in action qui a été déjà fait par quelqu'un, qui permet de mettre en place un environnement Python. Vous verrez que les GitHub Actions, là, même si je mets en place une machine virtuelle, en fait, dessus, le base, c'est juste l'OS, il n'y a rien d'autre que l'OS. Et moi, j'avais envie d'avoir un environnement Python, et j'ai la flemme de regarder quels sont les documents Python, d'installer tout un par un. Du coup, j'ai juste regardé sur Internet, il y avait déjà quelqu'un qui avait fait un setup Python. Surtout que c'est un truc officiel. C'est un marqué action. Ouais, c'est un truc officiel. En gros, GitHub me fournit un environnement Python, et du coup, j'ai choisi la version 4. Le arroba strict 4, c'est juste pour dire je prends la version 4. Donc j'ai un environnement Python maintenant. Et ensuite, je vais dire run. Alors, run, en gros, ça va exécuter littéralement comme si c'était dans votre terminal. Donc, là, je vais dire run, pip install cmake pytest. Ça va m'installer avec pip. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ouais, voilà, en gros, un espèce de packet manager Python. C'est comme sudo, c'est comme apt-get, tu vois, les versions pip install cmake pytest. En gros, j'installe cmake et pytest dans mon environnement de travail parce que j'en ai besoin tout le temps. PyTest parce que j'utilise PyTest dans mon projet pour pouvoir tester, faire des tests. Et parce que je build et je compile mon programme Tiger, c'est le nom du projet, avec Snake. Voilà. C'est un package manager un build system plutôt, ce qu'on appelle, de C++. Et ensuite, je lui donne tout plein d'étapes. Donc là, en fait, je lui ai dit une première action, c'est un run, et ensuite, je lui ai dit une deuxième étape pour qu'il c'est pas ces deux étapes-là, en gros, dans la liste des tâches à faire. Sinon, j'aurais pu très bien mettre tout ça là-dessus. Mais j'ai décidé de le faire dans deux étapes différentes. Donc, je lui dis, fais-moi sudo apt-get install Google Test parce que j'ai besoin juste de Google Test. Tout plein de trucs à la con. Et à ce moment-là, on peut voir qu'il fait des étapes un peu obscures comme si c'était pas son projet. Où il va en gros commencer à setup mon projet. Je lui dis, voilà, il faut que j'ai besoin d'un environnement pareil qui s'appelle path. Et du coup, je le setup parce qu'il a écrit toute une partie programme. Et ce genre de choses comme ça. La machine virtuelle est prête à être utilisée en tout cas dans mon programme. Et en dessous, je fais en gros initialize machin, 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 et à la fin, je fais make. En gros, là, c'est toutes les étapes pour préparer la dernière ligne. Make, voilà, je sais pas si vous utilisez des makefiles, vous avez déjà utilisé. C'est des fichiers lisibles de ce qu'il y a à faire absolument. C'est la commande, tu peux soumettre dans ta commande une liste d'informations, par exemple, compile le programme, etc., fait des tests. Imaginons, vous faites du C, je sais pas, si vous êtes déjà fait du C ou pas. Ça marche pareil. Imaginons, j'appelle un fichier main.cc, c'est un fichier C++. Si je fais make main, ça va compiler le fichier main et ça va me créer l'exécutable. Ah oui, le mainfile, c'est le truc compilé. C'est pas vraiment le truc compilé. Peut-être que je peux vous montrer un exemple. Ouais, Ouais, si les besoins d'un an, c'est pour faire plus simple d'utilisateur. Bon, c'est un gros makefail, mais Du coup, c'est quoi? C'est pas le truc compilé. vous voyez le compilateur, c'est un compilateur. Quand tu codes, ça sort un exécutable après que tu peux lancer. C'est un producteur. C'est un producteur de code que toi tu écris en code machine. C'est ça un compilateur. Quand tu vas utiliser un compilateur, notamment par exemple le compilateur pour c'est bon, il y en a plusieurs, il y a aussi plein de. Imaginons on utilise GDP. Des fois, vous voulez compiler un fichier, il y a tout plein de commandes à faire, c'est super chiant. Ça, vous mettez dans un mail, vous dites par exemple, si je dis make, je sais pas, 3, si je fais make 3, tu exécutes cette commande-là, ou cette commande-là. Ça vous permet d'éviter en gros, ça vous permet de faire des espèces d'alias. Voilà. Et les makefiles sont assez puissants parce que vous pouvez créer des dépendances entre
envie de lancer Firefox, au lieu d'appeler Firefox, j'appelle F. Je ne sais pas comment ça sert. Pourquoi je peux pas juste un raccourci? Parce qu'en fait, Makefile, ça permet de ça. Ça donne plein de fonctionnalités qui sortent. Voilà. C'est un peu, peut-être trop pour ça, mais en tout cas, si vous l'utilisez, c'est utile. Mais du coup, la dernière étape que je fais ici, c'est un make. Et là, bon, je mets dessus. Par contre, en gros, là, je lui ai dit, construis mon projet. Et ici, il va me compiler en fait mon programme. Si à ce moment-là, mon programme, imaginons, je sais pas, je viens faire un virgule quelque part, ça va casser à ce moment-là et ça va me le dire. Et vous pouvez voir si je fais une action ici. Alors là, ça met des checks verts parce que c'est passé à chaque fois. Mais imaginons à un moment, on est un peu trop bon. Il y a des moments. Je sais pas, je fais rapide. Ah voilà. Là par exemple, ça n'a pas marché. Je vais là-dessus, je peux cliquer. Et je clique sur le Linux. Et typiquement, voilà, ça n'a pas marché parce que le makefile, quand j'ai fait la commande make, il y a, on peut voir ici en gros, c'est comme si vous le faisiez dans votre solution de PC. Il y a plein de undefined références. En gros, j'ai mis dans mon code des références à certains avec des noms de variables qui n'existent pas. Il n'arrive pas à les retrouver. Et là, il me dit tu me parles de quelque chose, je ne le trouve pas. En gros. Ça veut dire typiquement j'ai codé, j'ai même pas compilé mon mouvement, j'ai balancé le truc sur GitHub, et heureusement que ça il m'a dit parce que sinon j'aurais pu perdre en dev, pour l'autre ça marche, alors que ça marche pas du tout. Et ça vous permet d'avoir déjà une protection sur ce côté-là. Ouais, même le fait d'avoir dev avant tester. Voilà, moi j'évite vraiment, j'évite d'avoir, il y a plein de gens qui font directement le code sur le master, moi j'évite de faire ça. Après ça dépend de vous quoi. Si vous êtes assez, on va dire zélé, vous pouvez très bien, avec en tout cas des bons GitHub Action, directement faire votre master, parce que de toute façon ça va pas passer. Ça va passer. Après moi je préfère quand même avoir une protection, parce que des fois il y a des bugs aussi et j'ai pas envie de les mettre sur master. Et les bugs, ça vous permet pas de détecter les bugs. Ça vous permet d'éviter d'avoir des problèmes tout comme ça. Voilà. C'est vraiment, il n'y a rien qui marche. Là, vous n'avez même pas d'exécutable parce que votre programme ne compile pas. Et vous pouvez faire la même logique pour plein de choses. Alors, je vais vous montrer un projet perso que je fais, en gros, je suis en train de monter une boîte avec des potes. Tac, tac, tac. C'est. En gros, je suis en train de faire ce qu'on appelle un web service. Je ne sais pas si vous avez ce que c'est. C'est un programme qui permet de communiquer. En fait, un truc qui me faisait partout. Imaginons quand je clique sur ce lien là, imaginons en fait, charger, ça va demander, ça va envoyer une requête sur un serveur qui va me dire envoie-moi toutes les informations par rapport à ce projet. Et en gros, ça s'appelle un web service. Parce que tout se passe avec des requêtes HTTP. Et je sais pas trop. Je sais pas trop pour expliquer ce que c'est un web service. Tu pourrais bien expliquer Ouais, un web service, en gros, c'est que tu as ton client, tu as ton ordinateur, et tu fais des requêtes à un service sur Internet. Genre ça peut être juste un lien, par exemple, slash donne-moi une patate, enfin, monwebservice.com slash donne-moi une patate. Et tu fais des requêtes à ce lien-là et tu envoies ta réponse. Genre, tu lui dis, hop, Ouais, c'est un truc qui tourne sur un serveur. En gros, sur une application, peu importe, tu as ce qu'on appelle un front-end, c'est ce que tu vois l'interface, tout ça. Et le back-end, c'est ce que tu vois, c'est ce qui tourne dans l'interface. Et en gros, le web service, c'est un back-end qui va permettre de procéder l'information. Bon, bref, c'est ce que je fais avec ici, et ça, je le fais en Go, bon, ça, c'est un détail. Là, j'ai trois fichiers actions. Donc, j'ai un truc Go Build Test, ça permet à la fois de build des tests de programme, donc là, c'est assez simple.